J'ouvre tout de suite le second débat de cette émission Débat de société. Vous le savez, on essaye le plus souvent possible de prendre du recul, de le décaler de l'actualité du jour. Il porte sur la semaine de 4 jours. Faut-il la généraliser en France? Les salariés qui en bénéficient sont-ils forcément plus heureux, plus efficaces? Avant d'en débattre, gros plan sur une entreprise de la banlieue de Lyon qui a réduit le temps de travail à 32 heures par semaine. Reportage signé Norbert Evangelista. Il y a environ 2 ans, Mathieu célébrait un heureux événement et se réjouissait de la mise en place de la semaine de 4 jours dans son entreprise. Le lundi, on arrive au travail, le matin, on se dit demain soir, j'ai déjà un jour de repos pour soit profiter de la famille, soit faire les tâches ménagères, aller dans le jardin, etc. Un vrai bénéfice pour ce jeune papa, soumis aux contraintes professionnelles de son épouse, pour passer du temps en famille. Ma femme est infirmière, elle travaille un week-end sur 2. Et pour le coup, au moins, en général, un mercredi sur 2, on peut profiter ensemble de la journée. Alors qu'on ne va pas se voir le week-end. Le patron de Mathieu, c'est lui. Laurent de la Clergerie est dirigeant et fondateur de cette société spécialisée dans la vente de matériel informatique créée il y a 25 ans. Son choix de faire travailler ses salariés en 4 jours, le fruit d'une expérience et d'un raisonnement, d'une logique implacable. Les boîtes, on travaille 5 jours, le moment où on va faire un break dans sa tête, c'est les vacances. Si on projette ça sur une semaine à 4 jours, on a un jour dans la semaine, ouvré, où on peut tout faire. On peut faire tout ce qu'on va décaler, on peut prendre du temps pour soi, on peut aussi prendre les rendez-vous chez les médecins, tous ces trucs qui sont impossibles à prendre, parce qu'on sait un jour ouvré. Et puis, quand on arrive au week-end, on a quasiment tout fait. Donc en fait, on a un vrai week-end. 4 jours sans perte de salaire, mais surtout répartis sur 32 heures, le tout sans ralentir la productivité, une équation qu'il était possible de résoudre à condition d'optimiser les procédures. On va dire qu'on s'organise autrement. Il y a peut-être des tâches qu'on faisait peut-être plus régulièrement, qu'on va faire moins souvent. Par exemple, des bilans, dans mon cas, des analyses de choses. Peut-être me dire, je vais le faire plus qu'une fois par mois, au lieu de les faire une fois par semaine. Donc on se dégage du temps comme ça. Après, on a les réunions aussi. On va faire des réunions plus courtes. On va aller plus droit au but, comme on dit. Entouré de salariés moins stressés, le jeune dirigeant est parvenu à réduire de moitié les accidents du travail et l'absentéisme sans coût supplémentaire et en augmentant même de 40% son chiffre d'affaires. Bref, tout va bien et sans doute trop bien dans une entreprise qu'on n'a plus envie de quitter. Là, il y a un petit mais. En fait, sur le turnover, on s'est rendu compte, là, cette année, après les époques Covid, on est un petit peu en décroissance. Parce que forcément, il n'y a plus le Covid. Et on a quelques réflexions du type mais je ne vais pas pouvoir évoluer dans cette boîte. Parce qu'en fait, mon manager ne va jamais partir puisqu'il est super bien. Et effectivement, on est dans cette situation où les gens sont tellement bien, il n'y a pas la possibilité de travailler 4 jours ailleurs. Ça changerait un petit peu les choses. Et du coup, plus personne n'a envie de bouger. Et certains ont le sentiment que ça peut les limiter dans leur capacité de travail. Ils n'ont pas pour autant envie de partir. Mais justement, ça crée une frustration. La moitié des près de 1000 employés de la société avouent privilégier l'intérêt du travail dans leur carrière. Mais la plupart redoutent, s'il le fallait, de devoir retourner travailler 5 jours par semaine. Faut-il généraliser la semaine de 4 jours en France? On en débat tout de suite avec Pierre Larouturou. Bonjour, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes député européen Nouvelle Donne. Marie Lacroix, bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes docteur en neurosciences, cofondatrice de CogX, agence de conseil d'entreprise pour y améliorer la qualité de vie en s'appuyant sur les neurosciences. Éric Heyer, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Mathieu Croissando est évidemment resté à mes côtés. Un premier chiffre selon le ministère du Travail, environ 10 000 salariés sont concernés aujourd'hui en France par la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est un chiffre en augmentation, Pierre Larouturou ? Oui, je pense, parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Les 35 heures avaient tué le débat et c'était un sujet vraiment complètement tabou. Et puis, il y a 2 ans, quand LDLC s'est lancé, c'était vraiment les premiers. On dit, ouais, ils sont fous. Et puis, au bout d'un an, ils ont dit, l'expérience est très intéressante, ça marche très bien. Et toutes les semaines, on entend des dizaines d'entreprises qui commencent à expérimenter les 4 jours. Simplement, ça pourrait aller encore plus vite s'il y avait des aides, parce qu'il y a la question de est-ce qu'on peut avoir des embauches. Il y a des entreprises qui peuvent passer à 4 jours sans créer d'emploi, et donc elles n'ont pas besoin d'aide. Mais il y en a pour qui, si on ne veut pas augmenter le stress, il faudrait créer des emplois. Donc il faudrait qu'il y ait une aide qui existait pendant très longtemps, ce qu'on appelait la loi de Robien, qui disait que quand l'entreprise passe à 4 jours,
32 heures, si elle crée des emplois, elle arrête de payer les cotisations en chômage. Donc il y a tous ceux et celles qui sont passés à 4 jours depuis le Covid. En gros, le Covid a vraiment servi de catalyseur. Et puis vous vous souvenez qu'il y avait eu 400 entreprises, Maminova, Fleury Michon, tout ça, c'est des entreprises où tous les salariés étaient passés à 32 heures dans les années 90 et où le bilan était excellent déjà. Ouais. Alors on va voir, effectivement, on va peut-être se rendre compte qu'il y a plusieurs semaines de 4 jours, il y a différents modèles et on va rentrer dans le détail pour bien comprendre. Mais tiens, un sondage qui a été publié par le HuffPost qui nous dit 75% des Français, ils sont favorables à la semaine de 4 jours. Mais alors, quand on leur propose, Marie Lacroix, par exemple, j'ai vu ça dans certains services publics, ils ne sont pas forcément volontaires. Oui, alors donc ça, c'est parce qu'on accompagne notamment la CNAV sur l'expérimentation du passage à la semaine... Donc, Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est ça à la semaine en 4 jours. Donc, ce n'est pas la semaine forcément de 4 jours avec réduction de travail, du temps de travail, mais c'est bien la semaine en 4 jours. Donc, on fait le même temps de travail, mais condensé sur 4 jours. Et donc là, effectivement, finalement, on voit bien comment les contraintes personnelles font qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des journées plus longues pour gagner un jour off. Et donc, effectivement, sur l'expérimentation qui a été proposée, donc c'était sur la base du volontariat, finalement, sur les 200-300 personnes à qui on a proposé, il n'y a qu'une vingtaine qui a décidé de s'engager dans cette expérimentation. Donc, effectivement, peut-être parce que c'était la semaine en 4 jours et pas 2-4 jours. Est-ce que vous faites cette analyse-là, j'y arrive? Oui, on voit bien comment les contraintes personnelles font que on ne veut pas rallonger la durée du travail sur notre semaine parce que contraintes familiales, on ne peut pas forcément rentrer tard, etc. En revanche, effectivement, sur d'autres accompagnements qu'on a pu faire, notamment Welcome to the Jungle, qui est passé à la semaine de 4 jours, avec maintien du salaire, réduction du temps de travail. Réduction du temps de travail à 4 jours au lieu de 5. Et donc là, effectivement, il y avait beaucoup plus de volontaires qui voulaient expérimenter. D'accord. Avec les questionnements que ça pouvait amener aussi sur la durabilité, la faisabilité de ce passage à la semaine de 4 jours. On va y venir, Eric. Et hier, pour une entreprise, ça suppose quand même une réorganisation. Je vais dire quelque chose qui est un peu idiot, mais il faut qu'il y ait du monde le vendredi aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si simple, quoi. C'est sûr. Quand vous êtes une entreprise de service, vous êtes obligé d'ouvrir tous les jours. Et donc, effectivement, une semaine de 4 jours, ça marcherait pas. Avoir un jour off, ça serait sans doute un chiffre d'affaires qui chuterait énormément. Et donc, du coup, ça serait pas rentable. Et donc, on voit bien, du côté du salarié, effectivement, la semaine... Si vous la faites avec 9 heures par jour, ça marche pas parce qu'on sait que la productivité horaire chute avec la dernière heure. C'est-à-dire que la 9e heure, vous êtes beaucoup moins productif que la 8e. Donc, vous êtes fatigué, vous êtes moins productif. Donc, pour votre entreprise, c'est pas rentable. Et si en plus vous fermez un jour, c'est la catastrophe, effectivement. Donc, ça ne peut pas marcher comme cela. Donc, quand vous passez à une semaine de 4 jours, vous faites des binômes, vous essayez de réorganiser votre temps de travail, faire du travail en équipe pour que on puisse être ouvert tous les jours et avec un peu de flexibilité dans votre temps de travail. Donc, on comprend bien que ça marche bien quand on est dans une grosse entreprise. Et ça, il n'y a aucun problème. Enfin, il y a un peu moins de problème parce que vous avez beaucoup de salariés. Vous pouvez vous réorganiser beaucoup plus facilement. Quand vous êtes très peu nombreux, ça nécessite bien sûr d'embaucher et donc il y a un coût supplémentaire. Donc, vous dites qu'il y a une taille critique, quoi, en quelque sorte. Plus vous êtes grand et plus aussi vous êtes capitalistique, c'est-à-dire quand vous avez des équipements, ça marche bien en règle générale. Parce qu'on voit bien quand vous êtes une grosse boîte industrielle, en fait, souvent ça marche, vous faites travailler moins les hommes, mais plus les machines, c'est-à-dire votre machine, au lieu de travailler 7 heures par jour, vous lui dites, tiens, en fait, vous allez travailler, mais allez, un peu moins longtemps, mais les machines vont travailler plus longtemps. Donc, en fait, les gains de productivité, c'est pas forcément vos salariés qui vont vous les apporter, mais c'est votre machine qui va travailler plus longtemps. Donc là, on est au cœur de la question, puisque nous, on se pose la question de la généralisation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut effectivement dans tous les secteurs, dans toutes les tailles d'entreprise, qu'est-ce que vous répondez à ça, Pierre Larouturou? Je crois que c'est effectivement plus facile, ça se fait en quelques semaines dans une grande entreprise avec 800 salariés chez Maminova, quand vous avez tous les salariés de Maminova qui passent à 32 heures sans baisse de salaire, l'entreprise a une exonération, comme elle crée 125 emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage et c'est pas très compliqué à organiser. C'est vrai que c'est ce que dit Eric, s'il y a 80 salariés qui font la même chose pour faire du yaourt, c'est plus facile. Mais quand je dis qu'il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours, c'est y compris des PME. Dans mon coin des Pyrénées, si vous allez acheter une chocolatine ou une tarte aux fraises à une boulangerie de Pau, ceux qui font le contrôle bactériologique à Biocé, ils sont passés à 4 jours. Combien de salariés? Je vais pas inventer c'est une petite structure. Dans l'agence, on parlait tout à l'heure au maquillage de l'agence verte, qui est une agence de publicité, y compris les 2 associés, les 2 patronnes voulaient profiter des 4 jours. Ça a été un peu le base. Elles ont recruté, il y a eu des recrutements et elles sont restées ouvertes à la clientèle 5 jours. Et au début, pendant 3 mois, c'était le
bazar, mais c'est tout à fait possible, y compris dans les petites structures. Ça marche, on est bien d'accord, quand il n'y a pas de baisse de salaire. Tout à fait. Donc, je le répète plus lentement. L'idée, elle a été lancée, vous souvenez-vous, en 93 par Antoine Riboud. Parfois, certains disent que c'est Michel Rocard et moi, où on a poussé, mais celui qui a eu le courage de lancer le débat en septembre 93, c'est Antoine Riboud, le patron de Danone, et qui dit il faut passer à 4 jours. 32 heures sans étape intermédiaire. Il dit ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Et Antoine Riboud, avant de dire ça, avait fait travailler toutes ses équipes dans toutes les filiales de Danone, dans tous les métiers pendant 6 mois pour vérifier que c'était possible. Avec l'idée d'un financement. À l'époque, c'est la CFDT qui disait on met des milliards pour compenser les conséquences du chômage. Est-ce qu'on ne pourrait pas activer une partie des dépenses et dire quelque chose de très simple. Si l'entreprise passe à 4 jours, 32 heures de façon souple et crée des emplois, des vrais emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Donc ça, c'était l'idée de départ. On a obtenu une loi, pour que ce ne soit pas juste une idée, ça a été une loi, la loi d'Eurobien en 95-96. Et après ça, on a eu 400 entreprises dans tous les secteurs, toutes les tailles d'activité, avec des créations d'emplois. Donc il n'y a aucun stress. Les gens font une journée qui n'est pas plus longue et il y a des créations d'emplois. Donc c'est aussi plus de gens qui cotisent pour les caisses de retraite. Donc ça suppose, je reviens vers vous juste après, Éric Heyer, qu'il y ait une aide de l'État. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, si les gains... Si on reste au même niveau de salaire. Disons que... Alors, ça dépend. Parce que si vous n'arrivez pas à faire les gains de productivité suffisants pour maintenir le salaire de vos salariés alors qu'ils travaillent moins longtemps, effectivement, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc, soit les entreprises prennent sur leur marge, soit elles vont demander des aides de l'État. Donc ça, c'est... voilà. Bon, on peut penser que dans certains cas de figure, vous arrivez à dégager des gains de productivité suffisants. C'est là où, dans l'industrie, vous faites travailler plus les machines. Dans certains secteurs, peut-être ça va être dit, mais le salarié a fait des gains de productivité parce qu'il se sent mieux, il y a moins de burn-out, il y a moins d'absence au travail, et donc du coup, peut-être que les gains de productivité compensent. Mais si vous avez compensé les gains de productivité, il n'y a pas de création d'emplois. Donc vous voyez, il faut vraiment savoir, est-ce que vous faites ça pour créer des emplois, et auquel cas ça veut dire que les gains de productivité ne sont pas compensés, donc pour produire la même chose, il vous faut plus de personnes, il vous faut embaucher, et donc là, il vous faut des aides. Voilà, soit vous dites, maintenant, en fait, j'arrive à le faire de la même façon. Et donc, dans ces cas-là, je n'ai pas besoin d'aide, mais je ne vais pas forcément embaucher. Ou alors, je vais embaucher parce que mes salariés seront encore plus productifs. Je vais gagner des parts de marché sur d'autres personnes, mais macroéconomiquement, vous ne faites pas de gains. Il y a un terme que j'entends de plus en plus que les entreprises bannissaient, c'était presque un tabou, c'était de parler de la santé mentale des salariés. Et aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui est assumé, Marie Lacroix. Finalement, notre débat, il rentre en plein dans cette question-là. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi l'essor du numérique et de la sursollicitation informationnelle qui a apporté cette question-là de la santé mentale. On sent tous effectivement que parfois, travailler en débordement, c'est-à-dire en dehors de ses temps de travail, rester connecté en permanence, ça questionne cette capacité à maintenir un équilibre cognitif sur le long terme. Et effectivement, est-ce que le week-end, pardon de vous interrompre, mais est-ce que le week-end permet de se, ressourcer et donc ça serait un argument en faveur de la semaine de 4 jours. Tout à fait, donc ça c'est ce qu'on appelle le besoin de récupération. Donc en gros, quand on est au travail, en fait, on sollicite nos ressources mentales et physiques pour répondre aux challenges qui nous sont demandés. Et en fait, ça se traduit très, très concrètement par une augmentation, par exemple, de l'hormone cortisol. Donc on est dans cet état d'activation qui nous permet de répondre à ces challenges. Et en fait, on sait que pour maintenir cet état d'activation chaque jour, il faut des temps de récupération. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est pour ça qu'on a limité le nombre d'heures dans une journée de travail. On sait très bien que c'est pas qu'une question de ressources physiques, de cette fatigue physique. Il y a aussi cette fatigue mentale. On fait plus d'erreurs, on a plus d'erreurs d'attention si on maintient une concentration sur une durée longue. Donc il y a ce besoin de récupération qui est vraiment très important et à laquelle on répond finalement quand on questionne la durée du temps de travail. Et peut-être pour rebondir sur cette idée de est-ce que c'est possible de généraliser la semaine de 4 jours. En fait, aujourd'hui, on a quand même quelques résultats, et notamment à l'international, puisqu'il y a une grande... je ne vais pas vous laisser les développer, parce que c'est l'objet d'une chronique dans un instant, mais je vous poserai évidemment la question sur les exemples étrangers. Il y a notamment l'exemple britannique qui est très intéressant, avec une expérimentation récente. Mathieu, pardon, vous vouliez intervenir. Pierre Laroutourou, qui a le mérite de la constance sur ce sujet, comme il l'a rappelé, puisque ça fait 30 ans que ça existe. À rappeler que cette question-là, elle est dans le paysage depuis 30 ans. Moi, je me demande si les motivations ont changé. Pourquoi on le fait ? Je me souviens qu'il y a 30 ans, une partie des économistes estimait qu'il y avait une sorte de nombre d'emplois fixes dans la société et qu'on était sur une volonté de partage du travail parce qu'on ne créerait pas des emplois de façon indéfinie et qu'on était plutôt dans cette approche-là et qu'il fallait se le répartir pour faire baisser le chômage notamment. Aujourd'hui,
Je pense que, à mes yeux, ces économistes-là ont un peu moins la cote. C'est plus une théorie qui n'est plus forcément d'actualité. Et j'ai plutôt l'impression que la motivation, c'est la work-life balance, enfin l'équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est le sens qu'on donne à notre travail, la place du travail. Un raisonnement économique qui a été efficace ou pas efficace, on en reparlera. J'ai l'impression qu'on est maintenant sur un raisonnement sociétal d'une certaine manière et que la motivation est différente. Et donc peut-être qu'avant de penser à la généralisation, il faut voir aussi à quoi ça répond d'une certaine façon. Et puis avec une question de timing aussi, le chômage est au plus bas, je sais pas, depuis 40 ans, depuis 82 de mémoire. En tout cas, les chiffres qui sont les plus communément utilisés. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bon moment pour passer à la semaine de 4 jours ? Je crois que c'est le bon moment pour plein de raisons différentes. Là encore, vendredi, c'est le commissaire européen chargé des questions sociales qui dit que c'est un plus pour recruter. Il y a plein de... L'autre jour, j'entendais sur France Inter le patron d'un restaurant qui dit il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus. Quand on est dans la restauration, on finit à minuit, à 1h du mat, à 2h du mat. Et si pour le même salaire, je peux proposer 4 jours au lieu de 5, ils feront des journées très longues, mais il y a 3 jours où ils ne seront pas au boulot. Donc il y a des secteurs où c'est un plus pour recruter. Il y en a d'autres, c'est pour l'équilibre mental. Il y a quand même des créations d'emplois. Il reste toujours 2 millions 800 000 Avec une question quand même, attention à la charge mentale d'une journée plus longue. Mais non, pardon, justement, vous l'avez dit, la CNAF, on voit qu'il n'y a que 20 salariés sur 300 qui sont d'accord pour des journées plus longues. On se bat pour les 4 jours, 32 heures. En Allemagne, IG Metall demande les 32 heures sans baisse de salaire. En Espagne, Pedro Sanchez expérimente les 32 heures sans baisse de salaire. Vous faites bien de le préciser. Et quand Gabriel Attal propose les 36 heures, c'est un bid. En français, ça s'appelle un bid. Les gens ne veulent pas faire d'une journée plus longue. Alors, la question du recrutement, ça aussi, c'est une question centrale qui est au cœur de notre économie, avec beaucoup de secteurs qui peinent toujours à recruter. Et donc, l'argument de la semaine de 4 jours, ça peut être un bon argument pour rendre l'entreprise finalement plus attractive. Écoutez, cet ingénieur embauché il y a un peu plus de 2 mois dans une entreprise qui s'appelle RadioShop. La notion donc de rythme de semaine des 4 jours m'a été présentée. Et c'est vrai que dans ma position et dans un métier comme le mien où il y a quand même énormément de possibilités et d'offres et surtout de recruteurs qui viennent nous débaucher tous les jours, ça m'a fait grandement réfléchir. Et c'est vrai que ça a introduit une notion nouvelle pour moi qui était l'idée d'avoir du temps pour moi réellement. Marie Lacroix, est-ce que c'est un argument, la semaine de 4 jours, que vos clients, finalement, que les entreprises que vous conseillez, veulent de plus en plus mettre en avant aujourd'hui, face à cette demande des futurs salariés ? Oui, et puis on le voit finalement ce qui a été présenté dans le reportage du début avec cette idée que le problème qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de turnover. Finalement, les gens veulent rester, l'engagement est présent. Et donc c'est effectivement aussi la promesse salariée. Comment est-ce qu'on attire les talents dans des secteurs qui ont du mal à recruter ? C'est tout à fait quelque chose qui pèse dans la balance quand on a du mal à recruter. Qu'est-ce qu'on met sur la table ? Qu'est-ce qu'on promet aux salariés comme avantage finalement, et là ça pourrait être effectivement... Et Éric Heyer, le bien-être du salarié, c'est presque une business unit, pardon d'utiliser un anglicisme, enfin une direction à part entière maintenant dans certaines entreprises, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, parce que il y avait les directeurs ou le directeur RH évidemment, mais ça va au-delà de ça, quoi. Oui, ça va, mais oui, alors effectivement les difficultés de recrutement, on voit que c'est pas que avec le salaire qu'on arrive à les attirer, il faut des conditions de travail un peu plus agréables, et donc ça c'est important. Le télétravail a été développé, et ça c'est un argument, mais on voit bien que le télétravail, il y a à peu près 1 emploi sur 2 qui ne peut pas télétravailler. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour les autres ? Effectivement, c'est col bleu contre col blanc, effectivement. Donc, pour aider justement ces salariés de seconde ligne qui nous ont bien aidés pendant la Covid, on leur avait promis, on les a applaudis, mais on leur avait promis des hausses de salaire. Ça, c'est pas fait. On leur avait promis un aménagement de leur temps de travail. Ça, c'est pas fait parce qu'ils pouvaient pas télétravailler. Avec la semaine des 4 jours, c'est une façon, quelque part, de les intéresser. Ce qui est intéressant, c'est que, un côté négatif, apparemment, c'est qu'on n'arrive plus à se débarrasser, finalement, tout le monde reste. Alors que macroéconomiquement, les entreprises nous disent que leur gros problème aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent la grande démission. La grande démission en France, c'est pas on veut plus travailler, c'est on ne reste pas et on démissionne très vite de son CDI. Vous voyez, donc justement, si vous voulez un tout petit peu garder vos salariés, c'est une possibilité de le faire. Et le deuxième point macroéconomiquement parlant qui pose problème aujourd'hui, c'est les arrêts de travail. Vous avez énormément d'arrêts de travail. Vous voyez, en gros, avant la Covid, les arrêts de travail étaient à un certain niveau. Pendant la crise Covid, ils montaient très élevés. Et donc,
ça c'est normal, on était malade, et on pensait qu'une fois vacciné, ces taux allaient redescendre. Non, nous dit l'INSEE, ils restent très élevés. Quasiment au niveau un tout petit peu plus bas, mais nettement supérieur à la situation qui valait avant la crise sanitaire. Vous voyez, si vous arrivez avec la semaine de 4 jours à diminuer les arrêts maladie, les burn-out, etc., ça aussi, ça va macroéconomiquement dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, la durée du travail, si elle est plus faible, c'est parce qu'il y a plus d'arrêts maladie. Allez, comme promis, on va comparer la situation de la France à celle d'autres pays européens. Mathias Arès peut revenir sur ce plateau. Rebonsoir Mathias. Rebonsoir. Bienvenue à vous. Donc cette réflexion sur la semaine de 4 jours, elle n'est pas propre à la France. D'autres pays s'y essayent déjà. Absolument. Et il y a différentes chapelles. D'un côté, ceux qui passent à 4 jours sans réduire le nombre d'heures, comme la Belgique ou le Royaume-Uni. On va peut-être commencer avec nos voisins du Nord. Pour eux, c'est une loi de septembre 2022 qui prévoit la possibilité d'effectuer son temps de travail qui oscille entre 38 et 40 heures en 4 jours, donc, avec 2 principes, que ce soit 1 sur la base du volontariat et 2 pour une période de test de 6 mois renouvelable. Outre-Manche, tout part d'une expérimentation lancée en juin 2022 pour 6 mois au départ et dans une soixantaine d'entreprises. Là aussi, pas d'heures en moins, mais une compression du planning sur 4 jours. Et début février, les résultats tombent. 92% des organisations sont satisfaites, gain de productivité pour certaines et une expérimentation renouvelée. Et puis il y a les pays qui en profitent pour réduire le temps de travail. Comme l'a fait l'Espagne, Thomas. C'est un projet lancé par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez en 2022. Au total, 200 PME volontaires vont passer pendant 3 ans à 32 heures hebdomadaires en 4 jours contre 40 heures en 5 jours actuellement, comme le veut la loi. Le coût de l'opération est pris en charge par des financements publics. L'objectif étant d'évaluer à terme si la productivité des entreprises à 32 heures est équivalente à celle de 40 heures pour éventuellement ensuite pérenniser la mesure. Oui, et puis on l'a évoqué tout à l'heure, que dit la Commission européenne ? Alors elle pousse en ce sens. Dans un entretien publié jeudi dernier par l'agence de presse portugaise Lusa, le commissaire européen à l'emploi Nicolas Schmit suggère d'expérimenter la semaine de 4 jours dans des secteurs qui rencontrent des difficultés à attirer des employés. Le luxembourgeois l'affirme et je le cite, de nombreux secteurs cherchent désespérément des employés et ne peuvent les trouver parce que les gens ne veulent pas y travailler, ils doivent devenir plus attractifs. Est-ce que c'est une solution à la pénurie de main-d'œuvre ? Lui semble le croire. Pour autant, il prévient pour l'heure pas de position commune au sein de l'Union européenne sur la question. Merci Mathias. Marie Lacroix, comme promis, je reviens vers vous. Quelle leçon vous tirez de cette expérimentation anglaise, Oui, et d'ailleurs, peut-être, là, il a été précisé que dans cette expérimentation, il n'y avait pas de réduction du temps de travail. Or, vraiment, l'expérimentation, c'est du 180-100. Le principe, c'était ça. Ça veut dire 100% des objectifs, de la productivité, 80% de temps travaillé et 100% des salaires. Donc, c'était ça l'engagement. Et donc, toutes les entreprises qui ont participé ont montré qu'ils avaient fait effectivement une réduction significative du temps de travail. Donc, il y a quand même cette réduction qui est présente dans cette expérimentation. Il y avait quand même une réduction du temps de travail. Et sur cette question-là de la généralisation, ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est que tous les types d'entreprises ont été... en tout cas, il y a beaucoup de... Ils avaient volontairement choisi des entreprises de secteurs et de tailles variées. Notamment de tailles variées. Il y a beaucoup d'entreprises de moins de 10 personnes qui ont participé. Donc, c'est possible aussi à une taille réduite. Et sur les secteurs, il y a effectivement des secteurs de services. On voit effectivement qu'on peut peut-être augmenter la productivité, mais il y a aussi des secteurs industriels, du BTP, etc., qui ont participé à l'expérimentation. Et donc, effectivement, les résultats sont très positifs. Donc là, les résultats ont été donnés en début d'année 2023. Et effectivement, l'envie de maintenir le rythme de la semaine de 4 jours est présent dans la grande majorité des entreprises. Il n'y en a que 5% qui ont mis l'expérimentation en pause. Ouais. Effectivement, c'est ce que disait Mathias, 9 entreprises sur 10 qui se disent satisfaites. Pierre Larouturou, vous avez d'autres chiffres liés à cette expérience anglaise, notamment sur les... vous évoquiez la question des arrêts de travail, sur la santé au travail. Il y a eu un impact positif. Ils disent tous que le risque de burn-out a vraiment reculé, que l'absentéisme a reculé. Quand même, vous parliez de la Belgique. La Belgique, c'est aussi un bide. J'arrive de Bruxelles. Là, je sors du train et j'y retourne ce soir. Ouais. Quand on demande aux gens de faire une journée plus longue, il n'y a quasiment aucune entreprise. Il y a une loi qui a été négociée dans une coalition compliquée qui proposait la semaine de 4 jours compactée. Ouais. Et la plupart des gens ont dit, mais non, ça ne m'intéresse pas.
si on veut, c'est les 4 jours, 32 heures. Donc le débat est le même en Belgique. Et par contre, dans les entreprises, en Angleterre, le bilan est excellent. Et je reviens dans les entreprises qui utilisent la loi d'Eurobien, c'est pareil. Le médecin du travail a fait le bilan chez Maminova au bout de 2 ans. Et on voit que l'absentéisme recule et qu'on a enrichi le travail. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un jour par semaine, le contremaître, le directeur de l'usine, la directrice générale sont aussi à 4 jours. Donc il y a un jour par semaine où le patron n'est pas là et où si le client appelle, il faut que les salariés puissent répondre. Donc il y a eu un plan de co-investissement en formation qui fait les gens travaillaient moins, ils passaient vraiment à 4 jours, mais en plus pour beaucoup, le travail était plus intéressant. Ce qui fait que du coup, ils sont encore moins absents. Ils ont du temps pour eux, pour leur vie perso. Un autre exemple que j'ai envie de citer, c'est une imprimerie qui était passée à 4 jours et il y a eu un blocage de l'imprimerie artésienne. Et au bout d'un an, je vais faire le bilan et le patron me dit, vas-y, mais il y en a 2 qui vont t'engueuler. Il y a eu un référendum, il n'y en a que 2 qui avaient voté contre parce qu'il y a eu un petit blocage de salaire. Ils étaient en train d'acheter leur maison, donc ils vont t'engueuler à cause du blocage. Donc j'y vais et je m'attends à me faire engueuler par un des ouvriers. Et en fait, il me dit, les 4 jours, c'est génial. Il y a une fois par semaine, je vais à la piscine avec mon fils. On va à la piscine ensemble, on va à la pizzeria et ça a tout changé. Donc ce monsieur était censé m'engueuler parce qu'à cause de moi, à cause des 4 jours, il avait eu son salaire bloqué pendant 1 an. Et en fait, il disait juste en termes de qualité de vie, ça change tout dans les relations personnelles. Et pourtant, le patronat français, aujourd'hui, il est réticent. Je vous propose d'écouter Geoffroy Roux de Bézieux et d'analyser pourquoi ces réticences, juste après. La semaine de 4 jours, je pense que c'est une illusion. Malheureusement, nous, on est conscient que dans les entreprises, la césure entre ceux qui peuvent télétravailler et pas télétravailler est un problème. Il faut réfléchir aux compensations qu'on peut offrir, mais demander aux gens de faire 35 heures sur 4 jours, je pense que c'est risquer toutes sortes de problèmes divers et variés. Cela étant dit, rien n'empêche une entreprise aujourd'hui de faire la semaine de 4 jours. Donc il n'y a pas de négociation à mettre. La loi n'interdit pas, s'il y a un accord, de le faire. Alors, on va débattre autour de cette déclaration de Geoffroy Roux de Bézieux et je vais vous redonner la parole. Mais Eric Heyer, c'est intéressant parce que là, il dit demander aux gens de faire 35 heures sur 4 jours, donc on n'est pas sur une baisse du temps de travail. Je pense que c'est risquer toutes sortes de problèmes divers et variés. Mais est-ce que tout le monde pourra passer à 32 heures à salaire égal ? C'est ça la vraie question. Non, mais effectivement, travailler 9 heures par jour, c'est pas une bonne idée. Oui. Enfin, ça a été dit, répété, donc ok. Donc effectivement, faire 35 heures en 4 jours, c'est pas forcément une bonne idée. Sauf qu'il y a des entreprises qui pourront peut-être pas faire autrement. Mais voilà. Donc, non, mais du coup, le problème, et je comprends que le patronat soit un peu chafouin, c'est que ça pose une énorme équation pour le manager. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à la réorganisation de sa production, de façon de travailler. Et donc, c'est bien au manager une nouvelle équation, lui dire, voilà, il va falloir que tu arrives à faire travailler tes salariés que 32 heures par semaine, en 4 jours, tous ensemble. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas faire à la carte. Certains vont faire 4 jours, d'autres vont faire 5 jours. C'est que généralement, c'est l'entreprise. Et donc, oui, bien sûr, c'est au manager à réfléchir à tout cela. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, il me semble quand même que les entreprises qui le font, c'est sous et elles sont volontaires. Et donc bien sûr, quand vous êtes volontaire, c'est que vous avez déjà réfléchi. Et vous voyez que dans ce cas de figure-là, c'est bénéfique. Mais ouais, peut-être que si vous devez les généraliser à tout le monde, il est possible que certaines entreprises, et vous voyez, ça s'est vu avec les 35 heures, quand vous êtes hostile à la mesure, vous n'allez pas bien réfléchir à la façon de faire. Et donc effectivement, ça va être une catastrophe. Donc il faudrait le voir positivement. Et c'est là où les salariés peuvent jouer leur rôle en disant, si tu veux que je vienne dans ton entreprise, il va falloir que tu réfléchisse à ça. Un mot rapide. Il y a quand même une question, c'est si l'entreprise passe à 32 heures, donc on a dit les journées plus longues, c'est pas la bonne idée. D'accord, on a bien compris ça. Et si on veut créer des emplois, il faut qu'il y ait une aide. On avait obtenu en 96 de dire ça n'est pas obligatoire. On avait été aussi à baisser la durée légale, mais dire si une entreprise, les salariés et les patrons se mettent d'accord pour aller à 32 heures avec des créations d'emplois, ce serait normal de mettre l'argent sur la table, qu'ils le fassent dans des bonnes conditions. Donc si vous allez sur le site semaine-de-4jours.fr, on lance un appel pour demander qu'il y ait de nouveau une loi qui rende possible les 32 heures sans baisse de salaire. Si ceux et celles qui nous écoutent veulent passer dans leur entreprise à 30... Non mais pardon, c'est comme ça, on a obtenu. J'entends ça, mais... il y a 400 entreprises du secteur privé qui sont passées à 32 heures sans baisse de salaire parce qu'il y avait ça et qui ont créé des emplois. Vous nous l'avez dit déjà, mais et on va se poser la question effectivement du parallèle que vous faisiez avec les 35 heures. Mathieu va revenir là-dessus. Mais je voudrais quand même vous entendre sur cette question de la généralisation et peut-être de l'expérimentation. C'est un mot qu'on a déjà employé dans ce débat, mais sur lequel je pense qu'il faut insister. Peut-être qu'il faut expérimenter différentes formules de semaines de 4 jours en fonction des secteurs, en fonction des tailles d'entreprise, avant de se décider, c'est ça ? C'est ça, il n'y a pas une semaine de 4 jours finalement, il y a plusieurs semaines de 4 jours. Et justement, l'expérimentation au Royaume-Uni a vraiment fait ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on propose notre semaine de 4 jours en tant qu'entreprise à nos salariés, comment on réfléchit ensemble. Et donc, toutes les entreprises ont eu 2 mois d'accompagnement à travers des ateliers pour réfléchir ensemble à quelle est l'organisation du travail qu'on veut proposer demain avec la semaine de 4 jours. Et donc,
donc, justement, les impacts, ils sont à toutes les échelles. C'est pas qu'une échelle individuelle en tant qu'équilibre pro-perso. C'est pas que là où ça se joue. Il y a l'individuel, il y a le collectif. Moi, en tant que manager, comment je gère mon équipe qui est à 4 jours. Oui, les interactions sociales au sein de l'entreprise. Exactement. Aussi, donc ça, c'est aussi les impacts que ça peut avoir. Les interactions sociales, comme finalement, si tout le monde est à 4 jours et pas sur les mêmes jours, on se voit que 3 jours. C'est quoi les temps collectifs? Qu'est-ce qui reste du collectif de travail? Comment on maintient ce capital social, ces ressources-là dont on a besoin pour se soutenir, se faire confiance, agir ensemble, etc. Donc tout ça, ces questions, elles se posent et c'est intéressant de se dire, en tant qu'entreprise, quel est le modèle que j'ai envie d'avoir? C'est quoi mon modèle de la semaine de 4 jours? Et comment je me réorganise en interne pour que ça soit possible. Donc notamment, justement, quelles sont les activités que finalement j'accepte de réduire? Est-ce que les temps de réunion sont réduits? Quelles réunions j'accepte de faire sauter peut-être? Est-ce que finalement les temps de pause, comment je peux maintenir finalement une productivité en maintenant quand même ces temps de pause et ces temps d'interaction informelle au quotidien? Donc toutes ces questions, elles se posent et finalement, elles bénéficient au-delà de la semaine de 4 jours. Tout le monde a gagné, à se poser ce type de questions en fait, sur vraiment l'organisation du travail et comment on fait circuler l'information, comment on traite les réunions au quotidien, etc. Donc, alors, puisqu'on se pose dans ce débat, et qu'effectivement, un vrai débat de société, question de la réduction du temps de travail, forcément, il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Mathieu, les 35 heures, alors, déjà en se disant qu'aucun gouvernement s'est vraiment penché sur la réduction du temps de travail depuis les 35 heures. Oui, c'est pas étonnant, parce que 2 décennies après leur adoption, les 35 heures restent à la fois un totem et un tabou, si j'ose dire. La gauche qui espérait voir cette mesure inscrite au fronton des grandes conquêtes sociales, on est pour ses frais, ça n'a pas été le cas. Et quant à la droite qui n'a cessé de les vilipender, les 35 heures, en disant qu'il fallait les abroger, elle n'a jamais été fichue de le faire. Alors il faut dire que l'histoire avait commencé comme une plaisanterie, vous vous en souvenez, elle est connue, mais on va la rappeler. Tout ça sur un coin de table, dans un restaurant. La légende raconte que ce fut même griffonné sur une nappe en papier. C'était Dominique Strauss-Kahn qui était responsable du programme économique du Parti Socialiste, qui un jour où il cherchait en 1997 des idées de gauche, a commencé à dire pourquoi pas les emplois jeunes, pourquoi pas les 35 heures, et tous ses convives, parmi lesquels Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Marie Le Guen, un certain Manuel Valls, sont applaudis en disant c'est génial comme idée. Sauf que Jacques Chirac a dissous l'Assemblée. Vous vous souvenez que la gauche a gagné quasi par surprise et que Lionel Jospin, qui était un homme qui disait ce qu'il faisait et qui faisait ce qu'il disait, s'est dit on a promis ça, maintenant il faut le faire. Il se trouve que cette pilule empoisonnée est tombée chez Martine Aubry, qui elle-même n'était pas du tout convaincue de la faire. Elle était plutôt pour laisser les choses se faire, la réduction du temps de travail au fil du siècle, mais pas forcément de légiférer. Mais en bon soldat, c'est elle qui s'y est collée. Et avec la manière forte, s'il vous plaît, d'abord une loi d'expérimentation, vous vous en souvenez, puis une loi de généralisation. Donc tout ça résonne quand même encore aujourd'hui. Et donc la loi de généralisation a mis tous les salariés de toutes les entreprises de France au nouvel horaire. Emballé, c'était pesé. Avec quel résultat? Pour le moins mitigé. Sur le plan social d'abord, parce que les 35 heures ont fait apparaître toute une ribambelle d'inégalités. Alors bien sûr, les cadres ont découvert les joies des demi-journées de RTT, mais pour beaucoup d'ouvriers, avec la modulation, ce qu'on appelait, ou l'annualisation du temps de travail, les 35 heures se sont trouvées avec plus de flexibilité, ou en tout cas des horaires à géométrie variable. Il y a aussi des inégalités entre les salariés des petites structures et des grosses structures. C'est vrai que c'est plus commode quand on est dans une grosse entreprise de le faire. Sur le plan économique, ensuite, impossible d'y voir clair. Alors, je parle sous le contrôle. Sur le nombre d'emplois créés. Sur le nombre d'emplois créés, parce que les estimations du nombre d'emplois créés varient selon les rapports. La pire estimation que j'ai trouvée, c'était 15 000 à peu près. La plus belle, d'une certaine façon, c'était 350 000 emplois créés ou préservés. Donc, voilà. Mais quand même, tous s'accordaient à dire aussi que c'était la croissance de l'époque, qui était assez belle, il faut le dire, qui avait aussi joué un rôle. Et puis alors, sur le plan politique, pour le coup, là, c'est la cata. À l'élection présidentielle suivante, vous vous souvenez qu'en 2002, les Français, ces ingrats, ont congédié Lionel Jospin dès le premier tour. Pire, et les 35 heures vont même servir d'épouvantail préféré à la droite, qui va les rendre responsables de tous les maux, la compétitivité, le chômage, la baisse de croissance. Et puis ça va coller aux socialistes comme le sparadrap du capitaine Haddock. Donc du coup, ils ne s'en vanteront vraiment jamais. Et pourtant, vous l'avez dit, personne ne les a vraiment abrogés. Oui, parce que de la souplesse a été rendue aux entreprises depuis. Les contingents d'heures supplémentaires ont été progressivement augmentés. Les heures sup elles-mêmes, ensuite, ont été encouragées. Vous vous souvenez,
travailler plus pour gagner plus. Tout ça a été défiscalisé, ça a encore été le cas récemment. Mais personne, ça il faut le dire, n'est revenu sur l'horaire légal de la semaine de travail, parce que beaucoup d'entreprises qui avaient gagné en contrepartie des baisses de charges, on l'a dit, et puis de la flexibilité, n'étaient pas demandeuses. Et puis les Français, quand on les interroge sur les sondages, s'y sont aussi habitués, comme quoi les 35 heures, même dans la douleur, ont fini par s'installer. Ouais. Éric Heyer, vous voulez réagir peut-être sur les chiffres emplois créés, est-ce que pourquoi il y a de tels écarts entre les chiffres qu'on peut donner? Non, il y a des simulations qui avaient été faites. Bon, alors ça, il y a énormément d'écarts. Et après, il y a des évaluations ex post. D'accord. Évaluation ex post. Bon, celle qu'il faut prendre, me semble-t-il, c'est celle l'officielle, c'est celle réalisée par l'INSEE et la DG Trésor, d'accord. Et à l'époque, signée par le Premier ministre qui s'appelait Fillon, qui n'était pas pro 35 heures. Et c'est celle-ci qui évalue à 350 000 emplois qui sont pas liés à la croissance économique, etc. Donc c'est plus 350 000 emplois. Bon, voilà, c'est un bilan effectivement qui peut paraître léger quand on était avec les 2 millions de certaines simulations, mais parce qu'il faut dire que ce qui était mis en place, c'est pas du tout la réduction du temps de travail que certains espéraient à l'époque. C'est-à-dire que c'était très conditionné, ça a été dit. C'est-à-dire que en contrepartie, vous voyez, là où peut-être que j'aurais un bémol, c'est que je trouve que Martine Aubry a pas été dure là-dessus. Elle est arrivée en 97, d'accord. La loi sur les 35 heures, c'était en 2000, donc pendant 2 ans et demi, donc les entreprises pouvaient négocier. Et ça, c'était pour les plus de 20, et pour les moins de 20, c'est 2002. Donc vous vous rendez compte, elle a laissé énormément de temps aux entreprises pour négocier avec leurs salariés. 2002, ils perdent l'élection, donc normalement, c'était facile de complètement l'abroger. Ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, les entreprises ont énormément gagné, notamment avec l'annualisation du temps de travail, qui effectivement est peut-être une catastrophe pour les ouvriers parce qu'ils perdent énormément en heures supplémentaires. Et donc, effectivement, pour eux, ils préféraient sans doute travailler plus et gagner plus que finalement travailler moins et gagner moins. Pierre Larouturou, effectivement, ce que disait Mathieu, c'est devenu un totem ou un tabou. Ça finalement, avec le recul, est-ce que ça va pas... Tout s'est un peu figé, on a un peu cette impression-là. Ça a tué le débat dans tous les pays d'Europe. Ça a tué le débat dans tout... Vous avez jusque-là, dans tous les pays d'Europe. Mais c'est clair, il y a 6 ans, le patron de tous les syndicats belges voulait relancer la semaine de 4 jours. Il me faisait venir tous les 6 mois à Bruxelles. Et il y a une fois, il m'a dit, en me raccompagnant dans la gare, il m'a dit, écoute, ça a été le grand combat de toutes les forces de progrès depuis un siècle. On est passé de 16 jours à 6, on est passé de 6 jours à 5, on a eu les congés payés, voilà. C'était le grand combat, alors qu'il n'y avait pas tellement de gains de productivité. Et depuis les 35 heures, on n'ose plus en parler, c'est devenu le sujet tabou. Parce que ce qu'a dit Mathieu est vrai, mais il y a en plus eu les 35 heures à l'hôpital, c'était un énorme bazar, parce que le ministère des Finances ne voulait pas créer des postes. On avait été très nombreux à dire, attendez, vous avez promis les 35 heures au personnel soignant, donc s'il vous plaît, ouvrez les écoles d'infirmières et d'infirmiers 3 ans avant. On avait été très nombreux à tirer là. Et non, pas du tout. Le ministère des Finances voulait faire des économies de façon scandaleuse, en disant, ils auront droit à leur RTT, mais on verra comment. Donc évidemment, c'était un énorme bazar. Et donc la droite qui ne demandait que ça, on a profité pour tuer les 35 heures. Et maintenant, on voit bien que le débat revient, y compris avec des gens de droite. Même à Davos, il y avait un débat sur la semaine de 4 jours en février, et il y avait une ministre néerlandaise qui est une femme de droit du travail, et qui a dit, aujourd'hui aux Pays-Bas, la durée moyenne est à 29 heures par semaine. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, la durée moyenne est à 29 heures. Mais c'est la plupart des femmes qui font 3 jours par semaine et la plupart des hommes qui sont à 5 jours. Et donc, même la ministre de droite disait ce serait peut-être mieux que hommes et femmes, on soit tous à 4 jours, que hommes et femmes, on ait un vrai boulot et un vrai revenu, et que hommes et femmes, on ait du temps libre. Donc, y compris, il y a vraiment, je pense que le Covid-19 a fait bouger les mentalités et que ce serait dommage qu'on n'ait pas un vrai débat cette fois-ci en France. Marie Lacroix, est-ce qu'effectivement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, on est inégaux face à la semaine de 4 jours en fonction de son genre, homme, femme seule, avec enfant, par exemple. Enfin, j'imagine que quand on parlait d'expérimentation et de variété des situations, ça rentre dans la démonstration. Oui, et par exemple, oui, tout à fait. En fait, quel est l'attrait de la semaine de 4 jours, mais même en 4 jours à la CNAV, finalement, les personnes qui ont accepté cette expérimentation, il y a des personnes qui étaient déjà finalement à 4 jours pour des contraintes familiales et qui ont accepté d'augmenter un peu leur journée pour avoir une augmentation de salaire, par exemple. Donc finalement, c'est un peu retrouver un salaire parce que la réalité, c'est que les temps partiels sont souvent occupés par des femmes. Et donc, finalement, c'est une manière d'aller vers un peu plus d'égalité salariale dans les faits, quoi. Pour les gens qui étaient au 4-5e, vous voulez dire. Voilà. Donc ça a été une des motivations pour une des personnes concernées. Oui, alors je vous propose un dernier témoignage. On l'a entendu dans les titres, c'est un chef d'entreprise qui parle de l'efficacité de ses salariés en semaine de 4 jours. Son entreprise, elle s'appelle ProSima. Lui, il est ultra positif. On l'écoute. Je dirais que du positif. On a moins de stress. Ils sont très motivés. Ils sont plus efficaces.
Mais réellement, je le ressens dans les process, dans tout le process de mise en place chez les clients, c'est vraiment très positif. Et surtout, je les vois sourire, je les vois heureux. Ouais, vraiment, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas heureux avant, mais je les vois vraiment épanouis. Bon, Eric, est-ce qu'un salarié qui passe à... Alors, je suis précis, semaine de 4 jours, mais 32 heures, même salaire, est-ce qu'il va forcément être plus rentable, plus efficace, pas plus rentable, plus efficace? Bon, ça dépend. C'est-à-dire que sa productivité horaire va augmenter, ça c'est certain, mais sa productivité sur la semaine... C'est pas évident, ça. Vous voyez, ça serait trop simple. Sinon, il n'y aurait pas de création d'emploi. Encore une fois, si on le fait, c'est que la productivité horaire, le gain, ne compense pas le fait qu'on travaille moins d'heures et que donc et moins de jours aussi. Et donc, normalement, la productivité du salarié, en globalité, baisse un peu. C'est ça qui oblige quelque part et qui permet les créations d'emplois. Sinon, il n'y en aurait pas. Donc, mais vous voyez, c'est encore une fois là où on est en train de se poser, c'est qu'on est dans un moment très particulier où le sens au travail est extrêmement important. Et donc, si on veut en plus que les gens travaillent plus longtemps et qu'à 60 ans, 62 ans, 63 ans, on soit encore motivé. Ça, c'est ce type de mesure qui permet d'arriver à 62 ans beaucoup plus motivé que si on n'était pas passé aux 5 jours. Et donc, il faut voir ça tout au long de sa vie. Et là, je pense que la productivité tout au long de sa vie, il gagne lorsqu'on arrive à bien essayer de faire une bonne répartition temps de travail et loisirs. Dernier mot pour vous, Pierre Larouturou, sur le... est-ce que c'est pas le sens de l'histoire avec... On a fait un débat sur l'intelligence artificielle ici, et sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos emplois. Il y a un prix Nobel d'économie qui vient de dire qu'avec ChatGPT, il faut passer à 4 jours si on veut éviter... Non mais sans rire, pardon, Nicolas Schmitt le cite, le commissaire européen le cite, et il m'en a parlé, on était ensemble à Berlin. La réponse est oui. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire on va vers une société avec... Pas sans travail, mais de moins en moins de justement, travail. ça n'est pas la fin du travail. Ceux et celles qui vont 4 jours par semaine au boulot, ils sont très impliqués. L'absenté, ils sont très contents d'avoir en même temps, la plupart d'entre nous, on veut un nouvel équilibre, en même temps un vrai boulot, un boulot intéressant et un vrai salaire, et avoir du temps pour vivre. On a eu le week-end de Pentecôte, la plupart d'entre nous, on a pris 3 jours. C'est très agréable, mais ça ne nous empêche pas de bosser vraiment les 4 jours de la semaine. Et donc, je pense que c'est cet équilibre. Donc, raison de plus, j'insiste. En 96, on avait obtenu, Alain Juppé ne voulait pas, mais il avait accepté une loi qui donnait des aides aux entreprises pour qu'elles passent à 32 heures sans baisse de salaire dans des bonnes conditions avec des créations d'emplois. Donc je pense qu'il faut dans les mois qui viennent qu'on arrive à obtenir de nouveau cette loi. Vous allez sur le site semaine de 4 jours. Vous l'avez déjà dit une fois. Excusez-moi, c'est tout à fait. Mais oui, mais c'est la fin de l'émission. On est un gouvernement qui est un peu bloqué, ça vous a pas échappé. Il faut qu'on arrive à lancer ce débat. Le message est passé. Semaine de 4jours.fr. Merci beaucoup. Vous l'avez dit 4 fois dans l'émission. J'ai rarement laissé un invité faire autant de publicité. Je m'en veux. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous savez, nos émissions sont à voir et revoir avec la pub à l'intérieur en replay sur publicsénat.fr. C'est notre plateforme. Elle vient d'être refondée et elle est super. Demain dans la matinale, c'est Franck Riester, le ministre délégué auprès de la Première ministre chargé des relations avec le Parlement. Il y a eu beaucoup d'actualités à l'Assemblée nationale, notamment aujourd'hui. Salut.